Bonjour à tous et à toutes pour ce webinaire consacré à la filière d'excellence sur l'hydrogène. Je vais vous présenter donc nos trois intervenants, participants. Tout d'abord Florence Lambert, qui est présidente de Genvia, et qui prendra la parole en premier. Suivra François Le Galland, qui est directeur du CEA Liten, donc CEA avec Laboratoire d'innovation pour les technologies et des énergies nouvelles et les nanomatériaux. Et Olivier Perret, qui est le président de Schlumberger France et président, double casquette, d'Univers Sciences Partenaires. Alors peut-être quelques mots pour me présenter. Donc au-delà de prendre la présidence de Genvia il y a 1 an, et nous allons beaucoup échanger pendant ma présentation sur ce point-là. Du coup, j'ai un parcours plutôt dans les énergies renouvelables, donc commencé ma carrière au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, pour prendre ensuite la tête du Liten, ce grand laboratoire que vous présentera François, qui est quand même le numéro 3 au monde sur la transition énergétique et qui recèle de nouvelles technologies, dont celle dont fait l'objet vraiment la création de Genvia, et François vous le présentera. En parallèle de ces fonctions autour de l'innovation et du management de l'innovation, j'ai eu la charge de la Nouvelle France industrielle dès 2013, quand la France se posait la question d'aller ou ne pas aller dans l'hydrogène. Donc j'ai eu vraiment l'opportunité de former une équipe de France avec bon nombre d'industriels, jusqu'à 2018, où en fait il y a eu la publication de la stratégie française autour de l'hydrogène. Et vous allez voir que Genvia rentre complètement dans cette perception-là. Donc nous allons vous parler beaucoup d'hydrogène, même si en préambule, je vais vous dire que nous n'avons pas de baguette magique et que je ne dis pas que tout va basculer en marché de masse du jour au lendemain autour de l'hydrogène. Je vais avoir une vision très mesurée et de complémentarité entre les technologies pour atteindre vraiment les objectifs de cette transition énergétique. Je pense qu'on peut tous dire ce mur qui est face à nous. Nous allons avoir besoin de toutes les solutions. Et l'hydrogène va s'imposer progressivement dans la mobilité en complément des batteries, notamment pour électrifier les grandes plateformes, les bus, les cars, les camions, couvrir les usages intensifs quand on a besoin de juste quelques minutes pour recharger sa batterie et là où son réservoir. Et là, l'hydrogène sera important. L'hydrogène, dans un deuxième temps, accompagnera également le déploiement des énergies renouvelables et sera vu comme un élément de la flexibilité, voire de la transversalité de tous les réseaux énergétiques. Et tout va commencer au niveau de la décarbonation de l'industrie, parce que là, l'hydrogène est complètement irremplaçable. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des industries qui soit utilisent de l'hydrogène, et aujourd'hui, l'hydrogène est fabriqué sur une base de vaporéformage. Donc, ça veut dire que pour une molécule d'hydrogène produite, il y en a 10 de CO2. Donc là, l'idée, c'est de substituer par l'électrolyse ou de valoriser le CO2 émis et finalement de projeter toutes ces industries au-delà de ce qu'elles font aujourd'hui. Alors là, je parle des cimenteries ou des aciéries, et ça va devenir également des unités de valorisation de CO2 grâce à l'hydrogène produit sur place pour produire du carburant de synthèse. Et tout ce secteur-là de l'industrie aujourd'hui va être vraiment complètement tourné vers ce sujet de l'hydrogène. Donc voilà pour moi la façon assez progressive dont va s'installer l'hydrogène, donc en complément des batteries sur la mobilité, progressivement pour accompagner le déploiement des énergies renouvelables, et peut-être qu'on aura des différences entre l'Europe et notamment les pays en développement qui ont aujourd'hui une très forte accélération des énergies renouvelables. Et en Europe notamment, l'hydrogène commencera sur ce qu'on appelle les secteurs non abattable de CO2, et là l'hydrogène sera complètement irremplaçable. Pour autant, je suis assez convaincue, et là je vous invite à voyager avec moi dans le temps, qu'au
à horizon 2050, on va avoir sur une base d'électricité décarbonée, donc on aura à la fois beaucoup d'énergie renouvelable, mais aussi probablement du nucléaire, d'avoir au pied des éoliennes, au pied des champs solaires, au pied des small modular reactors, des unités de production de cet hydrogène. Et donc vous voyez un peu cette promesse d'avoir non seulement une électricité décarbonée, mais d'avoir au pied de ces centres de production la possibilité de faire son propre carburant. Donc ça, c'est important. Et pour être au rendez-vous en 2050, il faut absolument entreprendre des trajectoires industrielles pour faire émerger des équipementiers. Et c'est vraiment dans ce mouvement-là que s'inscrit Genvia. Alors, pour lancer ce monde de demain, il faut absolument être en capacité de produire cet hydrogène sans émettre de CO2 et à des coûts compétitifs. Donc, c'est vraiment dans cette trajectoire que s'inscrit Genvia. Et en partant d'une technologie qui est issue du CEA Liten, qui se projette en fait pour électrolyser à haute température. Alors, vous avez sur ce transparent une image de notre électrolyseur en bas à droite. Alors, électrolyser à haute température, c'est quoi? C'est partir de l'eau vaporisée et pas de l'eau liquide. Donc, en faisant ça, on gagne tout simplement des précieux pourcentages de rendement, tout de suite au moins 15%. Et ces rendements... Alors, ces rendements... est-ce que tu... Oui, alors il y a quelqu'un qui doit couper son micro. Merci de couper votre micro. Et ces rendements sont magnifiés si on a à proximité des sources chaudes. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, ça repose sur cette technologie que vous voyez à l'écran, qui ne dépend pas sur des matériaux critiques ou sur des catalyseurs. Vous voyez, c'est un assemblage d'acier commun et de céramique. Et ça permet de réaliser le cœur de technologie. Il y a aussi d'autres vertus, le fait de fonctionner à haute température, c'est notamment d'avoir de la flexibilité. Et donc, vous voyez, ça sera important sur les applications, notamment pour accompagner le renouvelable. Donc, la flexibilité, c'est que le système est réversible. Donc, d'un côté, on produit de l'hydrogène et quand c'est important pour les situations du réseau, pour le gestionnaire de réseau, c'est de reconvertir cet hydrogène en électricité. Donc, c'est vraiment un outil de flexibilité des réseaux. Et c'est aussi un outil de versatilité parce qu'en mode pile à combustible, ça peut fonctionner sur n'importe quel combustible pourvu qu'on ait de l'hydrogène, c'est-à-dire du méthane, du méthanol ou de l'ammoniac. Donc, vous voyez, c'est vraiment la porte ouverte pour rentrer sur tout un tas d'applications, notamment pour la propulsion à très, très forte puissance. Donc, cette technologie s'inscrit vraiment dans le monde de l'énergie de demain. Vous voyez, on va avoir besoin de passerelle flexible entre les différents mondes, entre la mobilité, les réseaux, mais aussi la chimie. Vous voyez, c'est quelque chose de très nouveau pour ce monde de l'énergie. Juste une petite anecdote, quand je commençais à travailler sur ce sujet-là il y a 20 ans, j'étais uniquement dans le renouvelable. Si vous vouliez comprendre le sujet, vous testiez vos panneaux solaires. Et aujourd'hui, si vous avez besoin d'intégrer l'ensemble de ces notions, vous devez non seulement comprendre les évolutions des réseaux, mais aussi l'impact de la mobilité, mais maintenant, grâce à l'hydrogène, l'impact sur l'industrie et en particulier l'industrie chimique, les cimenteries et la métallurgie. Donc, c'est un monde, vous voyez, qui va rentrer en résonance entre les réseaux, la mobilité et l'industrie. Alors maintenant, pour revenir sur cette histoire autour de Genvia, donc Genvia est née d'une rencontre entre le CEA qui a lancé la technologie et ses actionnaires. Alors tout d'abord Schlumberger, puisque aujourd'hui on a 2 actionnaires majoritaires et le CEA et Schlumberger. Et je vais revenir sur cette histoire qui est très très forte, mais nous ont aussi rejoint des actionnaires majoritaires. Nous avons des racines occitanes qui sont très importantes, mais aussi des actionnaires qui vont représenter les premières applications de Genvia. Alors, vous avez Vinci qui vient avec tout un tas d'applications. C'est l'entreprise Entrepose qui peut stocker du gaz. C'est aussi la décarbonation, la déconstruction et puis aussi les concessions, autoroutes et aéroports. Evica, la cimenterie. Il faut vraiment avoir en tête que dans la décarbonation de l'industrie, vous avez 4% qui incombent aux cimenteries. Et donc, pour nous, c'est très important. Alors, l'association des 2 actionnaires majoritaires et le CEA et Schlumberger, c'est assez inédit parce que ça nous permet de projeter complètement cette technologie d'électrolyse donc haut rendement
dans un référentiel industriel. Donc, en lançant notre production, et donc vous voyez hein, l'atelier, donc l'image hein, en haut à droite, qui aujourd'hui produit, et ça nous permet de projeter dans les meilleurs référentiels d'industrialisation tout de suite la technologie. Donc vous voyez les dates hein, qui peuvent peut-être laisser perplexe parce que création il y a 1 an, le lancement de l'atelier de fabrication 9 mois après. Aujourd'hui, nous produisons nos premiers stacks et pour moi, en temps industriel, nous avons au moins gagné entre 2 et 3 ans grâce à l'utilisation du foncier, mais grâce surtout, vous voyez l'image de nos opérateurs, à la mise en œuvre, à l'intégration tout de suite d'opérateurs mis à disposition hein, sur ce centre de production de Schlumberger à Béziers, déjà entraînés au 4.0 et qui tout de suite ont été opérationnels dans ces sujets d'assemblage métallique et métallurgique. Alors très souvent, on a l'impression que les technologies d'hydrogène, ça va être très compliqué à industrialiser, à mettre en œuvre. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que ça repose sur un savoir-faire qui n'a pas été encore perdu en France, qu'on va retrouver soit sur ce site de Schlumberger-Béziers, hein, dans l'oil and gas, soit dans les Tijuana, dans les différents équipementiers pardon, automobiles qui travaillent également dans ces sujets-là. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir également des trajectoires avec Faurecia, Michelin qui rentrent dans les sujets d'industrialisation de technologie de l'hydrogène. Donc, pour nous, vous voyez, il y a eu cette opportunité de pouvoir projeter cette technologie hors norme avec plus de 40 brevets issus du CEA dans un référentiel industriel. Et en faisant ça, eh ben, on gagne beaucoup de temps et probablement entre 2 et 3 ans. Donc, notre projet est très concret hein, et va très vite. Donc, vous voyez un lancement en 2021. Donc, il est fondé sur une technologie hors norme avec plus de 40 brevets. 40 brevets, ça nous met dans le top 2 mondial en nombre de brevets, donc ce qui est très, très important. L'idée est aussi de reposer ce projet sur une trajectoire d'industrialisation parce qu'il faut non seulement produire des électrolyseurs, mais faire en sorte que ces électrolyseurs soient produits à un coût compétitif. Et donc, au-delà du design de la technologie d'électrolyseur, l'aventure et la trajectoire industrielle est très, très importante. Et ça repose également sur l'intégration de cette technologie dans un système qui va jusqu'aux usages. Donc, dans la chaîne de la valeur, nous allons jusqu'aux applications. Et en faisant ça, et c'est ce qui est très important aussi dans notre état d'esprit, c'est que nous sommes en train de structurer une filière d'électrolyse haute température en France, en emmenant dans notre sillage, au-delà de nos actionnaires qui sont très précieux, également des équipementiers qu'on a souvent beaucoup oubliés hein, en France parce qu'aujourd'hui on est ravis, vous voyez, on réouvre des usines. Mais au-delà de penser le schéma industriel, il faut aussi structurer vraiment tout un jeu d'acteurs, dont les équipementiers qui vont faire les équipements pour produire demain. Donc, on les embarque dans l'aventure avec des relations très, très fortes sur des étapes clés du process qui feront la différence pour Genvia demain. C'est aussi structurer tout un nombre d'autres acteurs sur la chaîne de la valeur, la céramique, par exemple, en amont, qui est notre cœur de techno, ou la thermique, puisqu'on se situe à haute température, mais aussi l'électronique de puissance, puisqu'en fait, notre trajectoire va aller le plus vite possible dans des systèmes de puissance. Alors, tout d'abord, quelques centaines de kilowatts ou quelques centaines de kilos d'hydrogène produits par jour, puis assez rapidement une trajectoire du mégawatt et au-delà pour aller vers des systèmes de puissance qui vont se situer entre 50 et 100 mégawatts. Alors, je vous disais que Genvia, tout va très, très vite. Tout va très, très vite également dans la structuration de nos premiers partenariats industriels, en focalisant tout d'abord le secteur vraiment qui est très important pour l'hydrogène, comme je vous le disais en préambule, hein, qui est l'industrie. Et donc, nous avons signé depuis quelques mois un certain nombre d'alliances. Alors, tout d'abord avec notre actionnaire Vicat pour les cimenteries, mais aussi avec ArcelorMittal, donc pour l'acier, le groupe Suistil qui est également dans l'acier, et enfin EDF dans le domaine de l'énergie.
Et pour nous, c'est important parce que au-delà de ce projet de développer la technologie, un design, de développer l'outil de fabrication, ça veut dire que dès 2023, nous allons lancer nos démonstrateurs sur site, sur l'ensemble de ces applications, pour pouvoir non seulement sceller ces partenariats pour demain qui sont importants, mais aussi monter en compétences sur la chaîne de la valeur. Voilà. Peut-être pour conclure, donc simplement sur les grands temps qui sont face à nous. Donc nous avons 3 années pour à la fois développer, donc finir de développer la technologie, lancer l'outil de production et finaliser les premiers démonstrateurs chez nos partenaires. Et à partir de 2023-2024, l'idée est bien sûr ressortie de résultats très importants, c'est-à-dire une technologie qui va produire à des coûts objectifs, notre cible étant d'être à moins de 2 € le kilo à horizon 2030, sur une hypothèse de 40 € du mégawattheure d'électricité. Sur la base de l'ensemble de ces cases cochées, l'idée c'est d'appuyer sur le bouton pour lancer une gigafactory sur le sol de Schlumberger, donc à Béziers, et d'être en capacité dès 2029-2030 de produire 1 gigawatt d'électrolyseurs, donc d'équipements d'électrolyse, qui ensuite pourront rayonner worldwide pour produire de l'hydrogène chez nos partenaires. C'est une belle aventure. Et je pense que pour moi, elle est à la fois technologique, à la fois industrielle, mais aussi humaine. Je pense que le mélange des actionnaires était peut-être assez improbable, mais pour moi, c'est peut-être le prérequis de réussir ce défi, de pouvoir vraiment à la fois relier la recherche française brillante, mais aussi l'ingénierie d'un grand groupe américain, et pour pouvoir vraiment être en capacité de faire émerger un grand de l'hydrogène autour de Genvia. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Florence. C'était passionnant. On va continuer avec François Le Galland, donc directeur du CEA Liten, qui va nous donner quelques détails technologiques encore, je pense. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, François Le Galland, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc je me présente rapidement. Moi, j'ai fait une bonne partie de ma carrière dans l'industrie, notamment dans la microélectronique. Chez IBM Microélectronique, puis Infineon ou Soitec, à des postes de direction de site ou de vice-président en charge des opérations. Et puis j'ai rejoint le Liten il y a 6 ans. D'abord sur les activités solaires, puisqu'il y a des liens forts entre le microélectronique et le solaire. Puis comme à la direction des opérations. Et puis j'ai eu le plaisir de prendre la succession de Florence à la fin de 2020. Donc le Liten, effectivement, comme l'expliquait Florence, c'est l'Institut de la recherche technologique du CEA qui porte la thématique des nouvelles technologies de l'énergie. Alors, c'est à peu près 1000 chercheurs et chercheuses, c'est 200 brevets par an, à peu près 200 publications par an, des plateformes technologiques de très haut niveau, que ce soit sur l'hydrogène, bien sûr, mais aussi sur les batteries ou le photovoltaïque. Et puis quasiment plus de 250 partenaires industriels actifs en permanence, justement, puisqu'on a vraiment ce transfert de l'industrie qui est dans notre ADN. Alors, on a 2 missions principales. La première qui est vraiment d'amener sur le marché des innovations qui permettront la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et puis la seconde qui est autour de l'industrialisation ou de l'industrialisation tout court de la France et de l'Europe avec le développement de ces filières autour des NTE. Et là, ce qui est assez avec ce projet autour de Genvia, on voit bien qu'on coche les 2 cases, à la fois d'industrialisation. Florence montrait des photos qui montraient avec de la création d'emplois à Béziers notamment. Et puis, une technologie d'électrolyse innovante qui permet d'alimenter cette filière et ça va être clairement un élément clé de la décarbonation. Alors, cette technologie d'électrolyse haute température, elle a été développée dans nos laboratoires depuis plus de 10 ans maintenant. Elle est très différenciante, Florence l'a expliqué, notamment puisqu'en opérant à haute température, on travaille à partir de vapeur d'eau, donc il y a besoin de moins d'énergie pour casser la molécule d'eau et obtenir de l'hydrogène. Donc ça nous permet d'avoir un excellent rendement avec un CAPEX qui est réduit, et donc c'est un atout fort en termes de compétitivité. Et donc côté CEA,
par nous-mêmes, on peut monter ce genre de technologie jusqu'à un certain niveau de maturité, mais à partir d'un certain moment, il est clé qu'on trouve des bons partenaires industriels justement pour franchir le cap, les derniers paliers, pour finaliser la maturation, pour industrialiser et pour mettre sur le marché. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on discute avec un nombre certain d'industriels, et puis c'est à ce moment-là qu'on est arrivé avec les industriels, que ce soit Schlumberger, Vinci ou Vicat, on voit qu'il y a quand même une équipe extrêmement solide, des industriels qui accompagnent pour la suite et notamment qui se sont penchés sur le berceau de Genvia. Alors, plus spécifiquement sur Schlumberger, je dirais que la connexion, elle a été assez évidente. Schlumberger et le CEA, c'est deux acteurs qui ont des histoires longues et très riches. Des cultures très fortes de la technologie, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent très fort des deux côtés. Et Schlumberger, pour nous, c'est un excellent partenaire pour ce type de projet, puisque Florence l'expliquait aussi, Genvia a bénéficié des grandes compétences en industrialisation, notamment sur le site de Béziers, avec les sites historiques de Cameron, où il y a des très grosses expertises en mécanique, en métallurgie, et ça va vraiment faire une grosse différence pour l'industrialisation et pour le manufacturing des stacks. Et puis on a aussi le site de Schlumberger à Clamart, qui est, je pense qu'Olivier en parlera, qui est vraiment en termes de compétences technologiques, de systèmes, de IA, c'est un des, je pense que c'est sans doute le plus gros centre en Europe de Schlumberger et qui aussi amène toute sa valeur ajoutée. Voilà, donc on a toute cette force de frappe et cette culture technologique de Schlumberger qui vraiment est complémentaire des expertises de nos chercheurs et qui vraiment permet cette accélération et cette industrialisation. Et là, ce qui est aussi intéressant, c'est que côté Liten, on est capable de mobiliser des expertises au-delà du Liten, puisque le CEA, c'est une grande maison, et donc on est capable sur certains sujets d'aller chercher des chercheurs de la recherche fondamentale ou des applications militaires, ou en fonction des problématiques, on est capable d'aller chercher très large dans le CEA. Et de la même manière, Schlumberger, on parlait des expertises en France avec Clamart et Béziers, mais Schlumberger est aussi capable d'aller chercher des expertises partout dans le monde, et ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Donc c'est pour ça que pour moi, on a vraiment deux acteurs qui ont des stratégies qui sont cohérentes, puisque nous, comme j'expliquais, côté CEA, c'est complètement en ligne avec nos missions, et puis Olivier en parlera, mais par rapport à la création de Schlumberger New Energies, à la stratégie de Schlumberger, c'est bien en ligne aussi. Dans les deux cas, on voit une culture de l'innovation, de la technologie qui est vraiment partagée des deux côtés, des compétences complémentaires, et puis je pense que ce qui est le plus important aussi, c'est une volonté commune de travailler ensemble dans la durée pour non seulement mettre cette technologie là, avec la roadmap agressive dont parlait Florence, de la mettre avec succès sur le marché, et puis de travailler dans la continuité pour préparer la suite et assurer la pérennité de Genvia et puis de l'activité et des emplois qui sont générés dans le temps. Voilà. Olivier, je pense que tu vas continuer pour la lancée de François. Merci François. Merci Claude. Et oui, effectivement, je me représente peut-être, je suis le président de Schlumberger France, mais ce qui est plus intéressant peut-être, c'est mon autre casquette qui est, je suis là pour développer en Europe les activités d'un nouveau groupe qui s'appelle Schlumberger New Energy, qui a été créé il y a 2 ans et j'y reviendrai dans une seconde. Mais pour nous, Genvia, c'est une aventure formidable. Une aventure formidable et qui est très innovante pour le groupe. C'est une aventure technologique, une aventure industrielle et une aventure partenariale. Et donc, je vais revenir sur ces 3 éléments parce qu'ils sont clés pour nous, pour le groupe. Et puis, c'est ici que ça se passe. Comme dirait l'autre, comme dirait notre président de la République. D'ailleurs, Schlumberger, juste un petit mot sur le groupe Schlumberger, nous ne sommes pas américains, Florence. C'est un groupe international qui est très français en France, depuis presque 100 ans, puisque ça a commencé ici en France en 1926. Donc, on s'apprête à célébrer notre 100e anniversaire. Et c'est un groupe qui est au service de l'énergie depuis donc quasiment 100 ans. Alors certes, l'énergie était, ça aura échappé à personne, très fossile jusqu'à présent. Elle le reste encore, elle le sera pendant un moment.
mais quand l'énergie se transforme, eh bien, on se transforme avec elle. Et tant qu'à faire, on essaye d'avoir un petit coup d'avance en tant qu'industriel. Et c'est ça qui nous a amené, juste avant Covid, un mois avant, en janvier 2020, à créer un nouveau groupe qui s'appelle Schlumberger New Energy, qui porte l'ambition du groupe à se développer, justement, à se réinventer au-delà de l'énergie fossile. Et évidemment, quand on démarre comme ça, en se disant, tiens, qui on va être d'ici 10, 20, 30, 50 ans, on se dit, on démarre sur les fondamentaux, ou plutôt les forces qu'on a déjà au sein de l'entreprise. Donc, il y a deux grandes tendances, deux grandes directions qui nous portent vers ces nouvelles énergies et de nouvelles activités, les ventures qu'on crée ici ou là, surtout en France d'ailleurs, dans les nouvelles énergies. L'une, c'est toutes les thématiques autour de ce qu'on maîtrise bien, qui est le sous-sol. Hein. Donc là, vous allez retrouver ce qui touche autour de la géothermie, par exemple, hein, l'énergie du sous-sol, la chaleur. D'ailleurs, on a créé l'année dernière une start-up en interne qui s'appelle Celsius Énergie, qui est là pour décarboner les bâtiments, le chauffage et la climatisation des bâtiments grâce à de la géothermie de surface. Juste un tout petit mot là-dessus. Si on suit les recommandations du BRGM qui ont été publiées dernièrement, si vous prenez juste le Grand Paris, 50% du chauffage du Grand Paris pourrait être assuré par la géoénergie. 50% du chauffage. Et on sait qu'aujourd'hui, 50% de l'énergie consommée dans le monde est consommée sous forme de chaleur, essentiellement pour chauffer des bâtiments, un peu pour aussi les processus industriels. Donc, énorme enjeu. Et là, évidemment, on veut être un acteur très fort et en France en particulier, on développe cette nouvelle activité. Mais dans le sous-sol, il y a aussi le stockage, bien sûr. Hein, donc, on parle beaucoup de carbone capture et séquestration du CO2, qui est une grande activité pour le groupe. On a déjà fait une centaine de projets ici ou là, surtout assez peu en Europe. Ce n'est pas encore très intégré dans les politiques énergétiques européennes. On espère que ça le viendra. Par contre, ça l'est aux États-Unis beaucoup et dans d'autres pays. Au-delà, le sous-sol en tant que stockage, ça peut être le stockage de gaz qui existe déjà, gaz comme l'hydrogène, par exemple. Donc, très vite va venir, une fois qu'il y aura, c'est pas encore tout de suite, mais une fois qu'il y aura de la production de masse d'hydrogène, il faudra bien le stocker quelque part. Et le sous-sol est un bon endroit. Voilà, le sous-sol, il y a aussi le lithium, on en parle beaucoup. On en parlait ce matin à la radio, d'ailleurs, j'ai entendu. On crée de grandes gigafactories en France de batteries. Aujourd'hui, 100% du lithium est importé. Donc, si on arrivait à avoir une certaine souveraineté pour nos propres matières premières stratégiques, ça serait évidemment le bienvenu. Voilà, donc tous les aspects autour du sous-sol nous motivent évidemment, parce qu'on a un savoir-faire déjà qu'on veut réutiliser pour ces nouvelles énergies. Et puis, il y a un autre pied de la stratégie, c'est le fait que depuis 100 ans, on développe beaucoup de techno. On développe beaucoup de techno, d'ailleurs, avec le CEA. Hein, on a plus de 40 ans d'existence, enfin de partenariat avec le CEA. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on est ensemble sur Genvia, d'ailleurs, comme le disait François tout à l'heure. Donc, ça nous a fait devenir... alors, on utilisait ces technologies essentiellement pour nos propres besoins, en interne, comme société de service, hein, auprès de nos clients. Et on s'est dit, bah, tiens, tout ce qu'on a développé en tant que mécanique, électronique, robotique, software, chimie, matériaux spéciaux, etc., pourquoi pas le mettre à disposition et dans des activités autour de ces nouvelles énergies. Et c'est ce qui nous a amené à cette première aventure formidable dans l'hydrogène. On s'est retrouvé avec le CEA, avec le LITEN, avec Laurence,
pour dire, tiens, et si on faisait un bout du chemin ensemble, devenir cet industrialisateur complémentaire avec le CEA, qui évidemment apporte toute la techno et la science derrière. Alors c'est tout à fait, donc cet aspect technologique est clé, c'est fait partie de notre ADN, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés. Et il y a une chose qui est extraordinairement transformant pour un groupe comme le nôtre, qui fait un peu peur de temps en temps, c'est que jusqu'à présent, toute la technologie qu'on développait dans le groupe, et c'était central à notre stratégie, toute, quasiment, était contrôlée en interne. C'est-à-dire qu'on investissait dans nos propres groupes de R&D, avec plusieurs milliers de personnes. On en a encore beaucoup. On a à peu près 5000 personnes en R&D direct et puis à peu près 15 000 quand on met tous les gens satellites dans le groupe. Donc, c'est beaucoup de forces vivent là-dedans, la R&D, avec nos propres brevets, etc. Et puis là, tout d'un coup, on fait un partenariat technologique qui est un peu notre ADN, notre cœur de métier pour Schlumberger, et on en confie la R&D à un partenaire extérieur, qui est le CEA. Donc très transformant pour nous, d'un point de vue menée et différenciation technologique et aventure industrielle. Alors l'aventure industrielle, c'est que pourquoi on fait ça? C'est qu'on a confiance d'abord, sans la confiance on ne le ferait pas. On a la confiance aussi, et nous ce qu'on apporte, c'est notre savoir-faire de, quelque part, prendre une techno du laboratoire avec un TRL assez bas et la mener, la développer de façon efficace pour convertir un prototype, quelque part, vers un produit fini, commercialisable, bankable, comme disent les anglo-saxons, et qu'on va pouvoir fabriquer, dupliquer, répliquer en masse, s'il y a besoin, et qu'on va pouvoir distribuer partout dans le monde. C'est aussi notre métier, donc, ce métier d'industrialisateur, et on se rend compte que, d'ailleurs, ce qui est tout à fait intéressant pour nous, c'est que il y a une grande partie de notre savoir-faire, Florence le mentionnait tout à l'heure, on est capable de prendre nos collaborateurs et collaboratrices, de les mettre dans un nouveau domaine d'activité dans lequel on a peu ou pas d'expérience, et néanmoins d'avoir une traction extrêmement rapide et de faire la différence grâce à la complémentarité qu'on a avec les autres équipes qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est tout à fait, c'est presque surprenant, enfin, ça nous surprend nous-mêmes, cette rapidité, et c'est un atout extraordinaire. Et j'en reviens et j'en finirai là. Pourquoi que ça marche? Parce que c'est le troisième élément de cette aventure formidable, au-delà de la technologie et de l'industrialisation, c'est le partenariat. Et ce partenariat, ça, c'est aussi quelque chose qui est extraordinairement transformant pour nous, pour le groupe, parce que jusqu'à présent, on était un peu sur nos petits nuages, un peu sur notre piédestal, très confortable, leader mondial, on a besoin de personne, tout va bien, on contrôle notre techno, nos services, nos marchés, nos clients, on est bien avec eux, tout va bien. Ça nous a fait, nous, un peu nous recroqueviller sur nous-mêmes, c'est le risque. Et là, tout d'un coup, on va discuter de nouveaux écosystèmes qu'on connaît peu, je dirais souvent on n'y connaît rien, même pour certains, et tout d'un coup on veut être pertinent, on pense être pertinent parce qu'on pense apporter des choses, mais comment on fait? Comment on fait pour se retrouver? Et la clé, c'est comment est-ce qu'on devient un bon partenaire? Et ça, on est encore en train d'apprendre, la route est probablement longue, on est en train déjà de se transformer. Je pense qu'il est assez formidable dans la joint venture de Genvia, c'est que quand vous regardez les actionnaires, publics-privés, actionnaires majoritaires CEA, Schlumberger, déjà ça, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie, et néanmoins, on a le même objectif pour Genvia. Comment on fait pour aligner ces objectifs-là en tant que grand centre de
de recherche publique et un grand industriel international. Comment on fait pour aligner tout ça? Et on y arrive. Et puis après, il y a les actionnaires, certes minoritaires dans le pacte d'actionnaires, mais importants pour créer toute cette chaîne de valeur avec des grands groupes, hein, un grand groupe Vinci, évidemment, Vicat, qui est aussi là depuis très longtemps, hein, qui nous apporte beaucoup de son expertise, qui, eux, vont être plus tournés vers l'utilisation, les cas d'usage, qui vont nous apporter toute cette réalité de la vraie vie, en disant comment on fait pour trouver ces marchés et être compétitif là-dedans. Et je finirai par un élément essentiel qui est aussi extrêmement nouveau pour nous, c'est la région Occitanie, c'est-à-dire une région qui décide de devenir actionnaire dans une grande aventure, un grand défi industriel comme celui-là, et qui dit on y va, et qui démontre que la transition énergétique est en fait une grande aventure de société, parce qu'il y a un modèle de société qui est en train de changer radicalement. L'énergie jusqu'à présent était quelque chose d'ultra centralisé. Quand vous regardez ce qui se passe, dans les événements aujourd'hui autour de ces discussions autour du pétrole, du gaz, etc. et autres, ce sont des discussions qui sont des discussions éminemment mondiales. Okay, on peut dire que le nucléaire est aussi très centralisé comme énergie. Et tout d'un coup, on bascule vers des énergies dont les territoires se réapproprient leur énergie et ces énergies qui deviennent très territoriales. Et donc, la notion de territoire, elle devient très essentielle dans ces aspects de partenariat et le succès d'une venture comme Genvia. Donc, voilà, une grande aventure, grande innovation. Elle n'est pas seulement technologique, elle est partenariale, elle est industrielle, elle est dans les écosystèmes qu'on crée et dans les attitudes qu'on a à changer nous-mêmes en tant qu'industriels. Et c'est ça qui en fait une aventure aussi passionnante. Merci Olivier. Alors, j'ai une question sur la matière première pour fabriquer l'hydrogène. Donc, on part de l'eau, hein, de l'eau. Donc, de l'eau vaporisée. Qui, dans notre cas, voilà, exactement, est vaporisée. Donc, ce qui permet d'avoir besoin de moins d'énergie pour dissocier cette molécule d'eau, pour faire d'un côté de l'hydrogène et de l'autre côté de l'oxygène. Je vois les applications de production de pink hydrogène à court terme pour les centrales nucléaires existantes. Oui, et donc là, en fait, l'idée, c'était d'avoir une discussion avec Genvia. Donc, effectivement, pour moi, c'est un sujet qui est très pertinent parce qu'en fait, on peut toujours se poser la question de comment on va optimiser nucléaire plus hydrogène. On peut juste imaginer la centrale nucléaire comme étant une centrale qui va produire des électrons et c'est tout. Mais l'avantage de maîtriser la thermodynamique comme on le fait à haute température, c'est qu'on peut trouver énormément de points d'optimisation. Qui dit plein de points d'optimisation, dit points d'amélioration des rendements. Et donc, on peut très bien envisager, vous voyez, d'avoir au pied d'un Small Modular Reactor, où ça peut marcher aussi avec un EPR, d'avoir un électrolyseur avec encore plus de haut rendement. Vous voyez, des cibles étant autour de 90%. Donc, c'est vraiment un schéma très important et c'est pour ça aussi que nous allons jusqu'au démonstrateur dès notre jeune âge parce que, vous voyez, l'idée, c'est que c'est vraiment la compréhension des applications finales de ces points d'optimisation qui feront des systèmes globaux de production d'hydrogène très efficaces. Donc, c'est très stratégique pour Genvia d'aller déjà sur cette chaîne de la valeur. Moi, je parle généralement peu de la couleur de l'hydrogène parce que je trouve que c'est souvent très partisan, mais je parle plutôt d'hydrogène décarboné parce que dans notre cahier des charges, on répondra au profil de mission à la fois pour accompagner du déploiement du renouvelable, donc avec des profils de mission qui seront ceux d'un champ solaire, d'éolien, onshore ou offshore d'ailleurs, ou des profils de mission qui seront attenants à des centrales nucléaires. Complètement en phase avec Florence, et si je peux me permettre de compléter là-dessus, tout à l'heure j'indiquais que on allait, une des forces du CEA, c'est qu'on avait un périmètre qui pouvait être des fois beaucoup plus large que le litène, et alors effectivement, je pense que plus que la couleur, c'est la notion d'hydrogène décarboné en fait qui est important, basé sur de l'électricité décarbonée, et on travaille avec nos camarades du nucléaire civil sur justement les couplages
SMR plus électrolyseur et notamment plus EHT, avec notamment la récupération de la chaleur dont parlait Florence, et aussi sur les couplages avec les renouvelables. Donc, c'est effectivement des sujets majeurs en termes d'applicatifs. Oui. On parle donc de verrou technologique ou réglementaire résiduel à lever dans les années à venir pour cette technologie de production donc, de l'hydrogène. Alors, on ne parle plus vraiment de verrou parce qu'on est dans la traduction de preuves de concept en objet industriel d'un côté, et puis ensuite de courbe d'industrialisation qui est nécessaire pour faire chuter les coûts. Et ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que de pouvoir vraiment bénéficier de tout l'apport du référentiel 4.0 qui avait quand même déjà été mis en œuvre à Schlumberger, Béziers. Et là, je fais un petit salut à Luc Mas qui nous écoute. Est très, très précieux parce que ça pourra faire la différence, en fait. Il ne s'agit pas simplement de rendre industriel, mais de rendre industriel vraiment de manière massive en croisant avec le 4.0. Et en ça, quand je vois aussi par rapport à nos compétiteurs, on est quand même aussi assez différenciant sur cette approche d'industrialisation 4.0. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc notre target, je vous l'ai indiqué, elle est d'être en dessous des 2 € le kilo à horizon 2030 et pour une hypothèse de 40 € du mégawattheure d'électricité, sinon ce que je vous dis n'a pas de valeur. Et on est quand même assez aujourd'hui rassuré sur le fait qu'avant 2030 et avant ces 2 €, on va avoir, grâce à une augmentation du coût carbone, enfin du prix carbone, d'avoir des premiers marchés qui vont arriver dans l'industrie. Aujourd'hui, pour en fait vous dire quelle est notre vision, c'est que l'hydrogène vaporéformé, c'est autour de 2 € et donc il pollue et derrière, il faut le transporter. Donc, on a déjà une première fenêtre de rentabilité qui arrive entre 4 et 6 € le kilo de production d'hydrogène. Donc, au-delà des 2024 où on est quand même encore dans la sphère du démonstrateur, notre objectif est bien sûr d'avoir des premiers marchés, en particulier dans l'industrie, à partir de 2024-2025. Et ce sera des marchés justement ciblant cette comparaison du vaporéformage transporté versus de l'électrolysé produit sur place. Donc pour répondre, pas de verrou important, mais par contre une démarche d'industrialisation qui doit être menée à bout. Parce que vraiment notre idée c'est d'être non seulement producteur d'hydrogène mais à des coûts compétitifs par rapport à ce marché qui évolue. On nous demande si la production et l'utilisation de l'hydrogène seront-elles économiquement compétitives à moyen terme versus donc l'énergie fossile actuelle. C'est ce que je viens de répondre en fait, je pense. Ça. Je pense que la cible qu'indiquait Florence, elle est exactement, voilà. 4 et 6 €. C'est la cible de compétitivité. Et effectivement, avec au fur et à mesure que sous l'effet à la fois de l'amélioration de performance et puis de la massification avec des gigafactories et avec effectivement des niveaux d'automation, enfin, Florence parlait de 4.0, ça nous permet de baisser progressivement les prix et au fur et à mesure de s'ouvrir des périmètres de marché de plus en plus importants. Et d'être rapidement dans cette fenêtre de 4 à 6 € en fait le kilo. Oui, mais je crois qu'il y a une partie de la question que je lis là-dedans, la question de Marc, qui est le fait que l'hydrogène est une matière première pour l'industrie aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas utilisé comme énergie. Il y a à peu près 70 millions de tonnes d'hydrogène produit dans le monde aujourd'hui, et cet hydrogène est essentiellement utilisé comme feedstock, soit numéro 1 pour les engrais, pour faire des engrais, de l'ammoniac et autres, numéro 2 pour les raffineries qui ont besoin d'hydrogène pour faire des molécules spéciales, et le numéro 3, c'est les aciéries. Et donc, c'est là pour la réduction du fer en acier. Donc, ils ont besoin d'hydrogène. Aujourd'hui, 95-17% de cet hydrogène, et comme disait Florence, c'est vaporéformé, c'est-à-dire pour chaque kilo d'hydrogène produit, il y a 10 kilos de CO2 produits. Donc, il y a un gros problème d'émissions de CO2. Et donc, ces industries-là, le vaporéformage a besoin de se transformer. Il se transforme soit en faisant de l'hydrogène vert, soit en capturant le CO2, qui est une autre façon de le faire, qui sera partiellement la solution. Mais il y a déjà besoin, donc, pour l'industrie,
de remplacer cet hydrogène gris, même si on n'aime pas les couleurs, mais bon, voilà, qui est associé au CO2, beaucoup d'émissions de CO2, avec de l'hydrogène qui utilise de l'électrolyse avec de l'électricité verte. Voilà, et c'est déjà 200 000 tonnes par an en France d'hydrogène produit, donc c'est déjà un marché existant. C'est déjà un marché existant, absolument. Rien que ce marché de substitution-là, il en a besoin parce qu'à terme, toutes ces industries-là auront des pénalités de plus en plus croissantes du fait de leurs émissions. Ensuite, peut-être sur l'autre marché qui va être celui de l'énergie, et je pense que ça peut être la grande question, hein. Et c'est en ça que le fait que la technologie soit réversible peut être également très important. Donc là, on va avoir encore longtemps de la comparaison entre est-ce que, donc par exemple, je suis dans le nord de l'Afrique, hein, c'est un cas concret sur lequel nous avons travaillé. J'ai une centrale solaire, alors bien sûr qui est intermittente. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets une batterie? Est-ce que je mets un système Genvia? Est-ce que je construis une centrale thermique à côté qui va polluer? Et en fait, on se rend compte que le seuil de rentabilité va assez vite basculer sur l'hydrogène. Parce qu'en fait, ces technologies d'hydrogène, vous avez le choix de dimensionner sur la puissance, ça va être la puissance de notre stack, hein, dont vous avez vu la photo, et l'énergie, en fait, vous le décorrélez, c'est le nombre, la capacité à stocker, le nombre de bidons que vous allez mettre. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'assez rapidement, et on pense que c'est post-2025, dans notamment la zone du MENA, le nord de l'Afrique, assez vite, les systèmes Genvia vont être compétitifs dès lors qu'on va allonger la durée de stockage. Au-delà de 6-7 heures, les techno-hydrogènes risquent d'être très très vite plus compétitifs que les batteries. Donc, et on compare tout le monde à la même enseigne avec des feuilles de route agressives. Et c'est pour ça qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'attention, parce que effectivement en Europe, avec un réseau maillé, je pense qu'aux États-Unis, dans certains États très bien maillés, on va encore avoir assez longtemps ces batteries, mais assez vite dans les pays en développement, c'est pas impossible qu'on ait des bypass technologiques et que l'hydrogène part très très vite, parce que tout simplement ça sera très compétitif et beaucoup plus simple de transporter des molécules ou de créer des hubs d'hydrogène localement pour alimenter non seulement le soutien des réseaux, mais aussi alimenter des flottes. Et c'est un peu l'objet de toutes nos attentions, de regarder, vous voyez, ça ne va pas être un basculement tout ou rien du jour au lendemain, mais ça va être un basculement en fonction des applications, des zones géographiques. Est-ce qu'on est maillé, pas maillé localement? Et c'est là où, en fait, on va avoir une pénétration progressive de ces marchés de l'hydrogène. Donc, sur l'oxygène, en fait, on peut l'utiliser en fait, sur certaines applications, hein. Donc, je regarde Marie Godard-Piton qui est là avec nous, donc qui fait partie de Vicat. Donc, on peut l'utiliser, par exemple, de manière très positive pour faire de l'oxycombustion. Donc, c'est pour ça que, et on gagne sur des process globaux. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une vision applicative pour Genvia dès le départ. Juste pour ceux qui ne sont pas au courant, et pour un néophyte comme moi aussi des processus, l'intérêt de l'oxycombustion, c'est qu'on crée au moment quand on a besoin soit pour des fours, soit pour ce genre d'activité industrielle, l'intérêt c'est que en utilisant de l'hydrogène pur, on rejette du CO2 pur, donc plus ou moins pur, ok? Et plus le CO2 est pur, plus il est facile et peu cher à capter, à capturer, pour après en faire quelque chose, soit on le stocke, soit on l'utilise. Or, aujourd'hui, dans le coût économique de la chaîne de capture et de séquestration du CO2, ce qui coûte le plus cher, c'est la capture. Hein, le transport et la séquestration, elle s'est bien maîtrisée maintenant, entre 20 et 30 dollars la tonne, mais la capture peut varier de 20 dollars à 200 dollars, en fonction, en particulier, de la concentration en CO2. Plus c'est concentré, et plus c'est pur, moins c'est cher. Voilà. Bon, mais Marie en connaît beaucoup plus que moi là-dessus. Oui, si je peux, est-ce que je peux rajouter quelque chose par rapport à ça? Effectivement, Olivier, c'est tout à fait ça. Lorsqu'on utilise de l'oxygène pur dans la combustion à la place de l'air ambiant, du coup, on supprime l'azote qui est présent en majorité dans l'air ambiant et on concentre le CO2. Donc, on se retrouve avec un gaz qui est un gaz de combustion qui est quasiment pur en CO2 et de cette façon-là, on le capte beaucoup plus facilement. Donc, nous, c'est vraiment l'usage qu'on souhaite faire de cet oxygène qui est coproduit
Et donc, on a une double valorisation finalement, à la fois de l'hydrogène et à la fois de l'oxygène. Et par rapport à cette utilisation d'hydrogène en cimenterie, c'est quelque chose dont on discute depuis déjà de nombreuses années avec le CEA. Florence, tu en es témoin. C'est un schéma d'intégration qu'on a travaillé de longue date ensemble. Et c'est vrai que la technologie de Genvia s'est inscrite tout naturellement dans ce schéma parce qu'elle nous permet en plus de valoriser notre chaleur fatale et d'atteindre du coup des rendements hydrogène qui sont inégalés aujourd'hui par d'autres technologies disponibles. Et l'idée, c'est effectivement bien de capter notre CO2 et de le valoriser sous forme de e-fuel ou de molécules qu'on va pouvoir utiliser comme base pour les industries chimiques. Donc nous, on ne voit pas l'hydrogène comme de l'énergie, mais plutôt comme une molécule qui va nous permettre de valoriser le CO2, sachant qu'on a une part de notre CO2 qui est fatale, qu'on ne peut pas éviter, qui n'est pas d'origine fossile, qui n'est pas due à la combustion, qui est due à la production, à la réaction de production du ciment. Et le seul moyen de l'éviter, ce CO2, c'est de le capter et soit de le stocker, soit de le valoriser. Et donc, il y a un enjeu qui est considérable parce que tu mentionnais la part du ciment donc dans les émissions de CO2 mondiales, Florence. Donc, c'est 7 à 8% dans le monde, c'est 1,8% en France parce qu'on a déjà fait beaucoup d'efforts, mais on ne pourra pas descendre en dessous si on ne fait pas ces technologies de capture et de valorisation. Et le ciment, c'est quand même le deuxième produit le plus utilisé dans le monde après l'eau. Donc, on n'est pas prêt de s'en passer, même s'il y a des solutions alternatives et que toutes les solutions sont les bienvenues. Mais on va continuer à produire du ciment, c'est absolument nécessaire pour le développement des populations. Et donc, voilà, on croit très très fort dans ces technologies de capture. Je vois qu'il y a une question intéressante sur notre écosystème et notamment la place par rapport aux autres technologies. Alors, je vous ai dit en préambule, moi, j'aime pas m'inscrire en compétition. Alors déjà, entre les solutions hydrogène, batterie, parce qu'il les faudra toutes. Et comme vous voyez, on se situe en haute température un tout petit peu après les technologies comme notamment l'alcalin avec McPhy. Et on a besoin que ces acteurs-là nous ouvrent le marché. Et il y aura probablement, et c'est ce qu'on voit dans les discussions que nous avons, des applications qui vont être assez dédiées par rapport aux typologies des technologies. Et ça, c'est très important. Donc, et c'est pour ça que pour moi, on a besoin, on fait une équipe de France aujourd'hui, et nous sommes soutenus par le ministère de l'économie, et c'est très important. Et pour moi, il y a même des réflexions dans cette équipe de France qu'on met en place pour essayer de structurer toute la chaîne de la valeur, parce que l'électronique de puissance, c'est un gros sujet qui va être commun, par exemple, entre Genvia et McPhy. Et je pense qu'il faut vraiment, au contraire, qu'ensemble, on travaille sur les cahiers des charges qui ne soient pas que ceux de l'automobile, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très drivé par ce marché de masse, et qui soient aussi portés par des applications autour de l'hydrogène. Donc, on aura besoin de toutes les solutions et des différentes technologies d'électrolyse pour réaliser la feuille de route française. Il faut vraiment être dans une logique de développement de filière. Peut-être une question sur l'eau. Donc, évidemment, en amont, on part de l'eau, donc il n'y a pas de miracle. C'est quand même quelque chose qui est assez abondant. En revanche, ce n'est pas forcément une très bonne idée de mettre une électrolyse dans le désert où va se poser les notions de transport. Et c'est aussi un des atouts de la technologie Genvia qui sera réversible à terme. Et d'ores et déjà, on imagine évidemment à recycler l'eau qui sera utilisée en mode réversible. Donc, ça sera un des avantages en tout cas. Donc, il n'y aura pas de miracle, il y aura un peu de perte évidemment. Mais c'est aussi un des atouts de notre technologie de pouvoir être complètement réversible et de pouvoir du coup recycler une grosse partie de l'eau utilisée. Mais par contre, oui, j'aurais pas de langue de bois, c'est pas forcément une très bonne idée de mettre tout ça dans le désert et d'avoir à transporter plusieurs fois l'eau.